d'Orléans, Palais des Sports. Un millier d'étudiants participent au 58e congrès de l'Union nationale des étudiants de France. Avec ses 30 000 adhérents déclarés, sur 600 000 étudiants, l'UNEF reste, depuis sa création en 1907, la plus importante organisation d'étudiants français. Donc, nous nous replongeons 50 ans en arrière, et en gros, on peut dire que le congrès d'Orléans, dans la manifestation qui en a été rappelée ici, c'est l'expression de l'état politisé extrême dans lequel était arrivé l'UNEF à cette époque, et l'état de morcellement, surtout, dans lequel il était arrivé. Nous avons évidemment un décompte très précis des mandats de ce congrès, duquel il apparaît qu'il n'y a que des AG se rangeant de manière complète dans un camp politique. La seule exception aux 4 camps politiques qui étaient indiqués ici, c'était les AG qui étaient partagés entre les ESU et HR. HR à l'époque, mais HR était déjà complètement divisé en son sein entre ceux qui sont devenus le Parti communiste, le PCR directement, et ceux qui sont restés le PCMLF d'origine. Excusez-moi de revenir sur des distinctions de l'époque qui n'ont plus cours depuis longtemps et qui peut-être ont été oubliées par certains d'entre vous. En tout état de cause. Donc, toutes les AG étaient dans les mains de groupes politiques. Il n'y avait plus aucune AG représentative de ce qu'on pourrait appeler un marais de gauche ou un ensemble de forces de gauche. Chacune était monolithique, si on peut dire, et polarisée par une fraction politique. Alors, il est question quelque part d'un nombre. Bon, évidemment, il y aura toujours contestation. Moi, je tiens quand même sur le fait qu'il y avait 30 000 mandats, sauf que, 30 000 adhérents encore à l'époque, sauf que, évidemment, bon nombre d'entre eux, nous les avons invalidés. Bon. Mais ça, c'est parce qu'il y avait eu, vous le savez, l'offensive scissionniste de l'UNEF Renouveau, qui avait débouché sur la présence de bon nombre de comités UNEF Renouveau qui s'inscrivaient en contre et en rivalité complète avec les structures normales de l'UNEF. Pas besoin de vous faire un dessin. Alors, la question traditionnelle qui revenait après ce congrès, c'était pas de majorité, parce que les étudiants du PSU n'ont pu être reconduits à la direction que par, disons, l'abstention gentille, c'est-à-dire en fait négociée, pour ceux qui ne le sauraient pas, ou qui n'auraient pas compris à l'époque, ça a été négocié, et ça a été une négociation, je précise, sans contrepartie. Certains de nos camarades voulaient à l'époque une négociation avec HR comportant une contrepartie politique. Il n'y en a pas eu. Et il n'y en a pas eu parce qu'il n'y en avait pas besoin, parce que, de toute évidence, pour eux, il était capital que nous restions à la tête de l'UNEF. Ils ne voulaient pas des autres, évidemment. Derrière donc ce congrès, nous étions en position très difficile en tant que direction ESU de l'UNEF, et les camarades qui ont vécu cette période ont été en position difficile. Je m'abstiendrai de toute appréciation personnelle sur la période qui a suivi, puisque je n'étais plus actif et j'étais en désaccord avec ce que je voyais se faire de loin. Mais il faut quand même se rappeler, et c'est l'objet de ce qui est décrit ici, que pour l'essentiel, au cours de cet été 70, les ESU eux-mêmes ont achevé leur processus de dislocation interne, qui a conduit à ce que, en fait, il n'y avait plus d'ESU, il y avait des ESU maoïstes, des ESU trotskistes, des ESU du milieu qui avaient une vision particulière sur l'UNEF, mais il n'y avait plus une organisation étudiante du PSU unie dans ses objectifs. Ça n'a pas été pour rien, évidemment, dans le final. Ceci s'ajoutant à la grande indécision d'un bureau national du PSU qui, à cette époque-là, était lui-même en train de se déchirer de manière importante en vue
des déchirements ultérieurs, puisque nous étions dans la période 70-71, et je vous rappelle que 71, c'est le congrès de Lille, en juin 71, où le PSU se décompose en plusieurs, et où Rocard ne l'emporte que de justesse. Or, fin 1970, Rocard en particulier était dans l'idée que ce bordel étudiant ne signifiait plus rien, que, bon, voilà, d'ailleurs, il ne comprenait pas trop. Donc, on est arrivé, au fin du fin, à ce que les camarades étudiants du PSU lâchent la main en janvier 71. La décision a été prise au niveau du Bureau national du PSU, je le rappelle. Et il y a eu des désaccords, il y a des gens qui ne voulaient pas la manière, mais en gros, quand même, ce qui a été dominant chez, on peut dire, la majorité, de fait, des étudiants du PSU à l'époque, c'était l'idée que l'UNEF n'était plus qu'une coquille vide, que finalement, il fallait construire un mouvement de masse étudiant nouveau, et que ça se ferait en dehors de l'UNEF, parce que l'UNEF était maintenant dominée par les deux grands groupements réformistes, qualifiés de réformistes, le Parti communiste d'un côté et la JS, les lambertistes, de l'autre. Avec cet ultime avatar du coup, dès lors que cette conclusion a été prise, cet ultime avatar qui était de se dire, si on s'en va, qu'est-ce qui est le plus dangereux derrière nous? Et évidemment, dans le contexte de l'époque, la réponse était très claire. Le Parti communiste, encore très fort, pouvait, s'il mettait la main légalement, officiellement et en continuité complète sur l'UNEF, pouvait effectivement en faire quelque chose. En tout cas, c'était ce qui était supposé. Et c'est ce qui a conduit au fait que, en gros, sans rentrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué, les clés, et là je parle d'ailleurs de choses physiques, les clés ont été remises aux lambertistes. Bon. Je rappelle qu'un an et quelques plus tard, en manière de contrebalancer cette chose-là, les clés de la MNEF ont été, elles, données contre les lambertistes aux socialistes du CRS et quelques autres derrière. Bon, mais ça, c'était l'époque. Et dans le cadre de la MNEF, je rappelle que là, la motivation essentielle était autre. Elle était que si l'on voulait que la MNEF soit sauvée, elle dépendait quand même, je vous rappelle, du gouvernement et des remises, les fameuses remises de gestion, elle ne pouvait plus rester dans des mains aussi contestées que des groupes gauchistes, comme c'était le cas à cette époque où, véritablement, je vous rappelle, le ministre de l'Intérieur Marcellin, etc., c'était pas tendre. Donc, pour la MNEF, il y avait une raison, disons, de sauvetage public qui conduisait à aller vers des gens qui n'étaient pas considérés quand même comme des débouchés politiques utiles à l'époque. Voilà, donc je voulais terminer ça. Je pense que Roby va dire quelques mots, mais en gros, le grand problème de cette époque est que, au sein des ESU, il y avait cette idée dominante que l'UNEF, non, c'était plus possible. C'est-à-dire que personne n'a envisagé à l'époque, au sein des ESU, l'idée de rester minoritaire à l'intérieur d'une UNEF différente. Il y a eu une tentative, mais que je qualifierais moi de désespérée et de non adaptée, de certains camarades, pour ne pas les nommer les Lyonnais, de se dire que, bon, avec une UNEF nationale passant dans d'autres mains, nous, à Lyon, on arriverait à tenir. Bon, ça n'a pas tenu, évidemment. Mais il n'y a pas eu de conception du fait que les temps n'étaient pas bons, certes, mais que sur une perspective à plus long terme, il ne fallait peut-être pas lâcher la proie pour l'ombre, laisser tomber la quenouille, etc. Or, il faut quand même considérer que même si aujourd'hui l'état dans lequel l'UNEF est n'est pas très affriolant, pendant quelques décennies encore, ceux qui se sont, déchirés pour la reconnaissance d'être l'UNEF, à ce titre-là,
ont continué quand même à dominer le pavé. Essentiellement l'UNEF non PC, qui à travers diverses mutations que Roby connaît excellemment, ont débouché sur l'UNEF actuelle en fait, mais il n'y a pas eu de perspective, de conception, suivant laquelle il fallait peut-être miser sur un temps plus long. C'est bien dommage. Quand on regarde l'évolution, on peut se dire, mais ça c'est ma perception personnelle, que l'UNEF d'aujourd'hui n'a jamais été autre chose, en fait, qu'une relative transformation progressive de l'UNEF lambertiste à qui nous avons donné les clés. Il y a quelque chose qui en témoigne de manière caricaturale, c'est le slogan « L'UNEF vit, l'UNEF vivra », qui était le slogan des camarades lambertistes, notamment, c'est un slogan qui a été, je crois, la première fois mis en place par Nenni à Clermont-Ferrand, ça parlera à certains ici, et c'était encore le slogan du congrès du centenaire en 2007, c'est le slogan régulier. Peut-être il ne sera pas d'accord avec moi, c'était une petite anecdote que je voulais dire à la fin. Voilà, Roby, tu peux y aller, notamment parce que ton papier porte justement sur les conditions de la scission ensuite, et la manière... Et moi, je m'arrêtais plutôt à la scission, justement. Oui, merci, parce que je suis désolé, je ne vais pas d'abord intervenir, mais poser quelques questions, parce que merci de m'avoir mis à cette place, alors que j'avais simplement demandé à assister. Bon, donc c'est un peu... j'ai rien préparé, mais bon. On honore un spécialiste. Oui, merci. Voilà. Non, simplement l'article, je l'ai rédigé il y a 20 ans. Je me suis beaucoup appuyé sur les documents, la dimension juridique. Hein, donc, j'ai refait, pour arriver à la fin, le même chemin que Guy Trastour. Je peux rappeler, Guy Trastour était un conseiller juridique de l'UNEF, notamment il fait un dossier au moment de 1965, bref. Et sur l'idée, avec une idée, c'est, puisque les adversaires de l'UNEF, les corpos et les autres ont dit, mais qui se réclament de la vieille UNEF, d'ailleurs elle est aussi mythologisée comme corporatiste, hein, ça c'est un peu l'introduction, c'est aussi beaucoup un mythe, une idée reçue sur la rupture de la charte de Grenoble dont on a fait par nos recherches montrer qu'en réalité la rupture est bien moindre que celle qu'on pense et qu'il y a une dimension de continuité en tout cas depuis l'entre-deux-guerres, avec des hauts et des bas. Bon. Mais c'est vrai, comme les générations étudiantes sont brèves, la mémoire, déjà problématique, est encore plus brève. Bon. Et ça a intéressé assez peu l'histoire, la recherche historique. Bon. Alors, le document, là, c'est celui de l'INA. Oui, c'est l'archive INA. Voilà. Bon, ce qui est vachement bien noté pour aujourd'hui, c'est... On va tenir aux Journées Archives et Mémoire étudiantes du 17 novembre une séance sur justement les 50 ans du congrès de 70. Il y aura d'autres séances, mais enfin il y a celle-là, et comme on va faire celle sur 1980, le congrès de réunification, entre guillemets, une FID. Alors moi, et donc ce qui est marrant, c'est de voir comment, sur la télévision de l'époque, moi qui consulte beaucoup les documents de l'INA, aujourd'hui, un reportage comme ça, il le passe en 30 secondes. Donc, c'est pas bon. Donc, c'est effectivement... ça peut être un bon exercice pour les journalistes aujourd'hui. On prend ça, on dit, voilà, vous avez 30 secondes, qu'est-ce que vous mettez? Bon, on met la caricature. Voilà. Bon. L'UNEF, coupé... Il l'a réduit à 6 minutes 30, voilà. Ça faisait 40 minutes ce truc. C'était long, c'était très long. C'est 19 minutes. Quoi? C'est 19 minutes, je crois. 19 minutes? On n'a pas voulu vous lasser. Oui. Mais vous pouvez y accéder, c'est de libre accès sur le site de l'INA. Hein, donc vous pouvez voir le reste. Voilà. Alors, justement, moi, c'est quelques questions, et puis ensuite, je reviendrai après dans le débat. Alors, d'abord... justement, quand on parle, moi ce qui m'intéresse, c'est de voir comment l'UNEF vit dans les AGE. Parce que là, on a effectivement la dimension nationale parisienne, la coupure. Bon,
comment, à la base, on vit ça. Il y a quand même des AGE qui fonctionnent. Alors, il peut y avoir deux types d'AGE, donc c'est en étant une question, parce que c'est un phénomène un peu récurrent. Les AGE monodisciplinaires, monotendanciels, où il n'y a qu'un groupe, ça fonctionne, comme il y a peu de polémique à l'intérieur, vous me direz si j'ai raison ou pas, ça peut bien fonctionner. Il n'y a pas de polémique, on n'écœure pas les adhérents, on fait les services, on continue l'activité, il y a du monde. Et ce qui se passe là-haut, on s'en fout. Évidemment, qu'est-ce qui se passe dans les AGE extrêmement divisés? Donc ça, c'est peut-être une question. Oui, le passage PSU à JS, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est les détails. Hein, c'est des détails, les clés, et tu as raison de rappeler l'amener. Et puis, troisième question, mais tu as un peu répondu, et c'est peut-être des échanges, c'est la question, mais la réponse est par la négative, mais était-il possible de maintenir une direction PSU à l'UNEF, faire effectivement voir ce retrait, parce qu'il y a des motivations sans doute tactiques, c'est trop lourd, et puis je pense que derrière, et c'est partagé par énormément de gens, la jeunesse étudiante, c'est la petite bourgeoisie. Donc c'est sans doute vrai qu'il se serait agi d'un syndicat de salariés, l'attitude n'aurait pas été la même. C'est-à-dire que grosso modo, l'idée dominante à l'époque à gauche et à l'extrême gauche, c'est, sauf quelques exceptions, c'est effectivement l'idée, c'est la petite bourgeoisie, radicalisée pour Weber Betsaïd, la petite bourgeoisie tout court, pour les maoïstes, l'analyse de classe. Et donc c'est vrai que là-dedans, syndicat ou pas syndicat, peu importe, l'important c'est la politique, on défend. Bon, c'est bon. Et donc ça, je pense que ça pèse énormément si on veut faire autre chose que de la tactique ou de la question d'appareil, y compris dans les motivations, dans ce qui peut exister consciemment ou inconsciemment, c'est de toute façon, peu importe. Bon. Alors, c'est vrai que ça serait intéressant d'avoir, on va essayer, hein, d'avoir avec côté PC, où eux, c'était plus la défense des ouvriers, des couches populaires, des couches ouvrières, à l'université. Bon. Et donc, si on prend les résultats du congrès, c'est vrai qu'il y a les mandats, parce que 30 000 adhérents, c'est pas rien. Hein. Alors, c'est pas gros, d'ailleurs, s'il y a 30 000 adhérents à l'UNEF aujourd'hui, avec 3 à 4 fois plus d'étudiants, entre nous soit dit, je suis dubitatif sur les 30 000. Hein. Bon. Pour comparer... Sur les 30 000 d'aujourd'hui. Oui. Ce qui correspondrait à peu près ça peut correspondre aux 10-12 000 du congrès de l'UNEFID de 1980 et 1982, qui sont les chiffres que j'ai la commission des mandats. Voilà. Donc c'est vrai que là, le PC a sans doute, l'UNEFRE, par le soutien du PC, des profs, des centres du SNESUP, CGT, etc., a sans doute un poids plus important que ce que traduisent les mandats. Et puis, tout de même, pour conclure, tu as raison, c'est ce que je dis de manière un peu provocatrice, grâce au PC d'une part et à l'ECI d'autre part, l'UNEF a été, ou les UNEF, enfin le sigle UNEF a été maintenu. Parce que c'est l'exception internationale. Si on prend toutes, sauf l'Angleterre, the National Union of Students, à peu près toutes les organisations de style UN qui ont disparu. Il y a eu constitution d'autres mouvements, d'autres syndicats, mais c'est vrai que la France, pour toute une série de raisons, mais y compris pour des qui correspondent à l'histoire, imaginons qu'au PC, ils ont aussi le débat sur on abandonne le sigle UNEF, c'est la position de Jacques Barin, qui est minoritaire, parce que le bureau politique, CGT dit on n'abandonne jamais un syndicat. Enfin, c'est cette éducation-là. Et du côté de l'ECI, c'est les liens avec EFO. La FEN et EFO. C'est-à-dire qu'effectivement, on a tout cet environnement-là
Et d'ailleurs, dernière question, c'est qu'est-ce qui demeurait comme lien avec la CFDT à peu près dans cette période 70-76. Voilà, je m'en arrête là. La nef est un autre débat qui vous suffira bien. Pascal. Bon, moi j'étais particulièrement impliqué dans cette période. Il y a un point dont je me souviens très bien, c'est qu'en 60, avant le congrès, hein, quelques semaines avant, au Bureau national de l'UNEF, nous avons été envahis par les ESU. On avait été à l'habitude d'être envahis par le PC ou par le JS, hein, je ne sais rien. Par les ESU, avec Cascarano en tête, qui venait dénoncer la circulaire patronale que Masson avait prise concernant les traitements des dossiers à l'AMNEF. L'AMNEF, à l'époque, la norme sécurité sociale, c'était 60 à 70 dossiers par jour, et à l'UNEF, à la section de Paris de la AMNEF, c'était 12 dossiers. Et Pierre Masson avait fait une circulaire en disant qu'on doit passer à 22 dossiers. Donc on a été envahi sur le thème. Ce point était très important parce que ça traduisait l'état de déliquescence des ESU. Ne pas hésiter à aller occuper le bureau de l'UNEF. Bon, pour moi, ça a été fondamental. Dans mon refus de la présidence de l'UNEF. Je vous rappelle que le secrétariat étudiant m'avait demandé d'être président de l'UNEF, le bureau national du PSU m'avait demandé d'être président de l'UNEF, et j'ai refusé à Orléans d'être président de l'UNEF. Parce que je pensais qu'il n'y avait plus la base politique pour tenir à minima. Enfin, dernier point qui m'a concerné directement, j'étais un des deux invités au bureau national du PSU qui a pris la décision de quitter l'UNEF. J'étais à l'époque, j'avais été désigné avec Jacques Sauvageau comme responsable des étudiants du PSU, les deux secrétaires, et nous avions une position divergente. Alors on avait été, nous, récupérer Jacques Sauvageau à son retour du service militaire. C'était une initiative que peut-être de Varalis, mais Perronnet avait joué un rôle important. Sur le thème, on va faire revenir Jacques pour essayer de remobiliser un peu les étudiants du PSU. Bon, l'analyse de Jacques, je crois très rapidement, c'est on ne peut rien remobiliser du tout. Puis il était quand même très marqué par le gauchisme de cette époque-là. Et c'est éclatement parce que ce qu'on n'a pas vu là, ce qu'on ne voit pas dans le film là, c'est qu'il y avait 4 tendances au PSU, à l'UNEF, mais au sein des ESU, c'était le déchirement le plus absolu entre une bonne partie qui était attirée par le PCMLF, une bonne partie par la JCR, pas du tout par la JS, et puis quelques-uns qui étaient encore sur une ligne PSU. Et donc, quand on a discuté au Bureau national, on a présenté nos positions, Jacques la sienne, moi la mienne, on a discuté un bon moment, on nous a dit, bon ben, pendant notre décision, vous sortez, puis on est revenu en séance, ils nous ont informé qu'ils prenaient la décision de quitter l'UNEF, que les ESU quittaient l'UNEF. Moi, j'ai immédiatement donné ma démission de mon mandat de responsable étudiant, et le lendemain, j'ai démissionné du Bureau national de l'UNEF avec Perronnet. Mais il n'y avait pas... La décision du PSU fait qu'il n'y avait plus le minimum d'initiative. Je veux dire, on aurait pu tenir sans doute Roger, peut-être pas en étant encore à la direction de l'UNEF, mais on aurait pu tenir dans l'UNEF si le Bureau national du PSU avait pris ses positions. Il n'était plus dans cette logique-là, cette moque, tu l'as sans doute développée, et donc il ne se passait plus rien. Et enfin, dernier point dans l'anecdote, c'est Perronnet, Aladef et Napom qui sommes allés négocier avec la JS. Parce que tous nos copains qui voulaient quitter l'UNEF, ils ont on s'en fout. Et nous, on a pensé que ce n'était pas n'importe quoi. Et je me souviens d'un jour, on va discuter avec Berg. Il nous dit, bon, allez vous-même voir, rendez-vous à minuit. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'on fait avec Perronnet, Aladef? Je crois qu'on était tous les trois. On arrive à 2h du matin. Bon, et c'est là où on a discuté en disant... eh ben, on peut s'abstenir lors de l'Assemblée générale et là, vous avez une majorité relative. Il y a eu quelques semaines plus tard, il y a eu les élections à la section de Paris de l'AMNEF qu'on a gagné. La JS était absolument folle de rage
a commencé à démolir, on était dans les locaux de la boulevard Saint-Michel, a commencé à ouvrir les tiroirs, jeter les dossiers. J'ai été voir avec Perronnet, on a dit à Serac, tu viens de voir. On est allé d'une pièce derrière, on a dit à Serac, à l'Assemblée Générale de l'UNEF, on ne peut pas s'abstenir. Il est sorti, il a dit, on s'en va. Voilà. Donc ça s'est fait comme ça. Hein. Mais là encore, les étudiants, les ESU, ils n'avaient aucune conscience de l'enjeu. Donc on a pris, nous, le risque, non, on a pris une décision qu'il fallait donner l'UNEF à la JS et monter au PC. Je crois, sur le fond, on avait raison, mais je pense que sur le fond, il fallait rester à l'UNEF. Moi, ça a toujours été ma position, mais on était si minoritaire dans les ESU. On aurait été majoritaire dans les ESU sur cette position, il y aurait peut-être quelque chose qui aurait pu se passer, mais les ESU n'avaient pas d'existence politique. À ce moment-là, il n'y avait plus d'existence politique. Il y avait... D'ailleurs, une partie est allée à la Schreux, une partie est allée au PCMLF, une partie a alimenté les débats internes du PSU, puis ils ont rejoint plus tard ces diverses organisations, mais les ESU n'ont pas été un angle structurant. Alors, dernier point là-dessus, Rocard, je ne sais pas quelle était sa position, au fond, mais il a voté la décision. Il m'a convoqué quelques semaines plus tard, parce qu'il avait le problème de préparer le congrès de Lille. Et il cherchait, comme il savait qu'il allait perdre beaucoup des dirigeants, il cherchait des gens. Il me dit, Pascal, je voulais te dire que dans le débat sur l'UNEF, tu avais raison. Il me dit, bon, bah, est-ce que tu veux rentrer au bureau national du PSU? Je lui dis, attends, moi, je suis courant 5. Hein. S'il y a un accord entre ton courant et le courant 5, je n'avais aucune autre hostilité, mais... Voilà. Donc il n'a pas du tout eu de vision sur l'UNEF. Il était marqué par les enjeux internes du PSU. Voilà. Moi, je voudrais parler un peu de la province. Comme certains ne doivent pas le savoir, j'étais un Lyonnais et je me suis inscrit à Grenoble, dans l'UR d'urbanisation créée par la loi Faure, dont le directeur était Jean Verlac. J'ai commencé à travailler pour la municipalité de Bezout. Donc, je suis arrivé, il y avait une AG de divers gauches, etc. Et donc, nous, les ESU, nous avons pris la majorité, et la MNEF, etc. Bon. Il y avait la JS très forte à Grenoble, puisqu'il y avait Pierre Brouet, et tout ça, c'était ça. Voilà. Bon. Donc, les ESU, déjà quand j'étais à Lyon, j'avais, avant les autres, rejoint la section du 8e de Souverain en disant voilà ce qu'ont fait les autres plus tard, on se dissout, il n'y a plus de section, on reçoit les sections de quartier, etc. Bon, et là, les ESU, on était très impliqués avec la gauche prolétarienne et puis VLR, on était dans des actions dures, avec Gespard et puis Nicourt, on a tenu les pommes de la ville de façon qu'on a repoussé les CRS, etc. Moi j'avais enlevé le chef d'un commando vietnamien, on l'a tenu prisonnier dans le Vercors, on voulait le juger à un tribunal populaire, je ne vous raconte pas tous les détails. On attaquait le Dauphiné libéré à cause de cocktail Molotov parce qu'il ne voulait pas publier nos communiqués, on était très occupés. Donc à l'AG, on était très minoritaire, on était toujours majoritaire, mais les copains ont dit ça ne nous reste plus, qu'est-ce qu'on fait là? Donc on tient à l'Assemblée Générale, et on était majoritaire, et la JS était là, piétinait, et à la fin, effet de surprise, on leur dit écoutez, voilà, au fait, on ne se représente pas, on vous donne les clés tout à l'heure, etc. Voilà. Et j'avais Orgon au bout du fil, arrêtez de faire les cons, etc. Mais moi, je suis tout seul, je veux bien t'obéir, mais les camarades, ils ne veulent pas, on ne peut pas tenir. Voilà, c'est terminé. Donc en anticipation, on l'a donné à la GES, ils n'en revenaient pas. On est désolé. Et puis alors, en 70, évidemment, j'étais à l'armée à Mourmelon, là-bas, avec un comité de soldats. On avait une boîte aux lettres chez des Dominicains à Lyon. On a su qu'on était infiltrés par des francs-maçons. L'histoire, les comités de soldats, tout ça. Mais j'étais pas à votre congrès, évidemment. J'étais dans un bataillon disciplinaire à Mourmelon. Le départ de l'UNEF, on l'a vécu très décalé par rapport aux enjeux que vous évoquiez dans le cadre national ou parisien, parce qu'on ne percevait pas du tout
les problèmes de la même façon à notre niveau. Je crois qu'on... Enfin, moi, si j'essaye de me souvenir de... Alors, d'abord, je précise que le PSU était très nettement majoritaire à Saint-Étienne, on n'avait pas besoin de magouiller, et ça, je veux dire, c'était pas seulement par notre comportement dans les actions revendicatives. Je crois ce qui faisait une de nos forces qui mérite d'être soulignée, c'est qu'on a eu pendant 1 an ou 2 une filière de recrutement exceptionnelle qui était l'Action catholique universitaire, avec deux prêtres en particulier, dont un aumônier national qui faisait vraiment la jonction. On a vu affluer, y compris au PSI, et donc à l'UNEF, c'est des gens qui s'encartaient à l'UNEF, donc il n'y avait pas trop de problèmes, et ça c'était une situation très transitoire, mais qui portait sur l'année 70 et encore en 71. Bon. Alors comment on a vécu le départ de l'UNEF? Moi j'ai le sentiment d'être rentré du congrès d'Orléans complètement douché par ce qui s'était passé, avec le sentiment que quand même c'était cuit, au sens où on n'arriverait pas, le PSU n'arriverait pas à reprendre une majorité. Il me semble que j'avais ce sentiment dès le retour du congrès d'Orléans, où donc il y a eu cet épisode là peu clair dont on a parlé avec Roger, où peut-être moi, sous un pseudonyme, j'avais été désigné au bureau, et c'est un épisode dont je ne me souviens absolument pas. Bon, et je n'ai jamais siégé au bureau de l'UNEF, donc bon. Et en tout cas, l'hypothèse que tu as émise tout à l'heure, qu'on ait pu rester en étant minoritaire. Alors, est-ce que ça nous a effleuré? Ce que je voudrais dire, c'est que on a eu un gros problème avec l'AJS. Juste après le 10 janvier de 71, parce qu'on a fait une AG le 13 janvier à Saint-Étienne pour concrétiser ce qui s'était passé au plan national. Et là, l'AJS a empêché la réunion. J'ai été séquestré pendant une dizaine de minutes, bon, pas à coups de barre de fer, mais c'était un des épisodes les plus violents qu'on ait vécu à Saint-Étienne avec eux. Et en fait, je ne me souviens plus très bien de l'enjeu, mais il me semble que c'est parce qu'on voulait, pendant un temps au moins, continuer à utiliser le sigle AGES tout en sortant des CA, des CA UNEF. Je ne me souviens plus très bien quelle stratégie j'avais élaborée dans ma tête, qui n'a évidemment pas fonctionné plus d'une semaine, mais là, je pense que c'était la raison pour laquelle il y a eu ce forcing de l'AJS. Ils étaient calmes au début de la réunion, puis tout d'un coup, ils se sont énervés. Bon, il y a eu ça. Alors, en revanche, à Saint-Étienne, paradoxalement, on n'avait aucun problème avec l'UNEF Renouveau, parce que l'UNEF Renouveau détenait l'AGES avant nous, avant qu'on arrive. Ils étaient ultra minoritaires, ils n'ont jamais voulu se remettre en cause devant les étudiants à partir de la fin de 68, donc ils tenaient leur machin, et nous, notre seul problème, c'était je dirais un problème de reconnaissance de légitimité, et donc on avait réussi à mettre en doute leur légitimité, notamment avec la CFDT. Alors eux, ils étaient soutenus par la CGT, nous par la CFDT. Il y avait une espèce de Yalta qui s'est établi, et on ne les rencontrait jamais. L'UNEF Renouveau, on n'avait aucun problème, on ne les voyait jamais dans le déroulement des actions de l'UNEF, ce qui était, je pense, très différent ailleurs, dans les AG où ils étaient majoritaires. Et moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir, en lettres, au CA à l'UER de lettres où j'étais, d'avoir rencontré plus de 3 militants de l'UNEF Renouveau.
Voilà, ce que je voulais dire, c'est un peu comme ça. Xavier? Pour moi, le congrès d'Orléans a été fondamental. Je crois que sans le congrès d'Orléans, je serais resté sans doute plus longtemps au PSU et je ne sais pas comment j'aurais évolué en 71 et en 74. Mais au congrès d'Orléans, véritablement, je remerciais le PSU d'avoir fait ma formation, mais de l'avoir tellement bien fait que, oui, je connaissais le concept de maladie infantile et que je le constatais d'une manière absolument évidente et que, voilà, je me souviens, tu traînais dans les couloirs en disant tu ne peux pas venir, il faut chercher désespérément quelques camarades qui veuillent bien se mouiller et qui veuillent bien essayer de rester convaincus que voilà, il fallait rester et mener les bagarres. Et c'est vrai que c'était effarant parce que c'était pas tant les hurlements de la JS ou les autres, c'était à l'intérieur la déliquescence et le gauchisme le plus absolu quand il était évident qu'en réalité il fallait passer à autre chose, quoi, que c'était fini ça. Ouais. Voilà, donc moi le congrès d'Orléans m'a fait quitter le PSU. Le PSU, il a mis. Moi j'étais à Orléans. C'est vrai que j'avais l'impression d'être un extraterrestre, quoi. C'était quand même très spécial. Je n'avais pas imaginé que c'était à ce point-là. Mais l'élément fondamental à Rouen, c'était la Ligue, qui n'avait qu'une idée. C'était de toute façon, l'UNEF, il l'aurait peut-être bien voulu, mais c'était, comme il ne pouvait pas l'avoir, c'était de la foutre en l'air. Et ça a été, notamment vis-à-vis d'un certain nombre de copains du PSU, ça a été de les tirer vers, comme Dominique Touchin, comme d'autres copains, je parle de lui parce qu'il était assez connu au niveau national. Bon, donc, moi je suivais, mais en même parce que c'était les copains, mais j'avais vraiment l'impression, effectivement, surtout après Orléans, qu'on était en train de foutre en l'air un truc qui avait une histoire et qu'effectivement on aurait beaucoup de mal à recréer quoi que ce soit. Donc ça se trouvait bien, moi je essayais de partir, faire autre chose, travailler, trouver un boulot, etc. C'était plutôt ça ma préoccupation. Mais l'idée c'était que c'était la JCR qui prenait le pouvoir sur le campus, comme depuis 68 pratiquement. Et nous on était totalement minoritaires et on n'avait pas les forces nécessaires pour aller à contre-courant, de la Ligue. Donc, et beaucoup de copains, ils sont partis à la Ligue. Moi, je suis restée pratiquement la seule des étudiants. Heureusement, on était dans les sections de ville, et heureusement, on s'est rattrapé aux branches de cette façon, et moi je ne suis pas partie du PSU parce qu'il y avait d'autres choses à faire ailleurs qu'à l'université. Que je me suis mise à travailler à ce moment. Merci. Daniel? Oui, je voudrais revenir un peu en arrière parce que dans le bulletin que Roger a rédigé un petit peu sur la chronologie des événements, il indique qu'il y a une différence entre le congrès de Grenoble et puis le congrès d'Orléans, et que dans le cadre du congrès de Grenoble, donc l'ISU a mis en place un bureau de l'UNEF qui était minoritaire, mais qui n'a pas été dénoncé en tant que tel comme étant minoritaire. Alors, à l'époque, donc moi je ne suis pas du tout protagoniste de la période qui suit 68, donc par contre j'ai été un des participants du congrès de Grenoble. À l'époque j'étais membre du bureau national des ESU et un des principaux animateurs donc de l'association générale des étudiants d'Orsay, donc de l'UNEF. Le congrès de Grenoble
était effectivement, mais ça n'a rien à voir avec l'ambiance qui est là, même si jamais ça a été un congrès extrêmement compliqué, qui d'ailleurs a joué les prolongations pendant plusieurs jours aussi, alors qu'il était prévu qu'il se termine, il a fallu 2 jours de plus pour arriver à désigner le bureau qui en est sorti. C'était un congrès de crise, puisque c'est celui où Péninou Cravette ont quitté le bureau national de l'UNEF, et c'était donc l'affrontement entre ceux qu'on appelait les politiques et puis les universitaires, hein. C'était entre Péninou Cravette et puis Salmon Lichtenberger. Enfin, c'était le débat qui apparaissait comme étant dominant à l'époque. Il n'y avait plus aucune majorité à l'intérieur de l'organisation, et dans le cadre de ce que mettait en avant Péninou Cravette, effectivement, il y avait cette idée que c'était le champ politique qui devenait le champ majoritaire par rapport à ce qu'était un champ strictement syndical. Donc, il n'y avait plus aucune majorité qui apparaissait à l'intérieur du Congrès. Sauf que, même du côté de Péninou Cravette, il y avait la volonté qu'il y ait quelque chose à la sortie. C'est-à-dire que même s'ils pensaient qu'il ne fallait plus rester, par contre, il fallait qu'il reste quelque chose. J'ai fait partie de ceux qui ont été sollicités par Péninou. On s'était connus avant, dans la période où il était au PSU. Il a sollicité lui-même plusieurs personnes pour prendre la direction de l'UNEF à cette époque-là. Il s'est avéré que, de l'autre côté, j'ai été aussi sollicité. Alors ça, c'est l'aspect assez curieux de ce qu'était l'association d'Orsay au moment où elle se mettait en place. C'est que j'étais aussi sollicité par la JS pour mettre en place un bureau unitaire reposant sur plusieurs sensibilités et politiques à l'époque. C'était dû au fait qu'à Orsay, dans le cadre de la mise en place de la faculté d'Orsay de manière indépendante de celle de Paris, nous avions affaire à la tentative de la CES de Paris, c'est-à-dire les corpos, d'assurer une continuité sur Orsay, et en même temps une offensive de la FNEF pour s'implanter à Orsay et essayer de supplanter l'UNEF. Donc, toutes les sensibilités politiques avaient forcément conscience sur Orsay, et nous étions considérés comme complètement à part, qu'on ne pouvait pas se payer la dureté des débats nationaux qui existaient à l'intérieur de l'UNEF, parce qu'il y avait plus urgent à mettre en place pour assurer une structure qui ne se laisse pas complètement déborder, aussi bien par ceux qui venaient de la position corpo de la CES que sur la droite, carrément, enfin, ou l'extrême droite même, la FNEF. Donc à l'intérieur de l'UNEF, on apparaissait comme assez curieux. Du coup, j'ai fait partie de ceux qui ont demandé, y compris compte tenu du fait que j'étais membre du bureau national des ESU, qu'on fasse une réunion des étudiants du PSU dans le congrès. Et nous étions très nombreux, nous le savions, donc en tant que tel. Et on se trouvait devant... ça apparaissait tout de même déjà en partie comme étant un champ de ruines, hein, donc on ne voyait pas ce qui allait sortir. Et de la réunion des ESU, hein, c'était Pertus qui l'a mené à ce moment-là, il ressortait qu'il n'y avait aucune position à l'intérieur du PSU vis-à-vis de l'UNEF, et que c'était une telle pagaille qu'il valait mieux ne pas s'en mêler pour prendre la direction de l'UNEF, puisque c'était la question qui nous était posée. J'ai même fait une intervention après qui était complètement bizarre, parce que j'ai employé le mot « nous », qui voulait dire les étudiants du PSU, alors qu'en principe je représentais l'AG d'Orsay, et pas les étudiants du PSU. Et on est venu d'ailleurs me demander qu'est-ce que voulait dire le « nous », en disant que on n'était pas en mesure de prendre nos responsabilités compte tenu de ce qui se passait, etc. Bon. Donc, j'avoue que moi, je me suis mis en retrait, hein, après
le congrès de Grenoble, quand j'ai appris quelques mois plus tard que le PSU avait pris la décision de prendre l'UNEF, j'avoue que je suis complètement tombé de l'armoire, parce que nous, à mon avis, nous aurions eu l'occasion, au moment du congrès de Grenoble, d'asseoir de manière beaucoup plus solide au départ quelque chose. Enfin bon, ça c'est de l'anecdote, hein, donc à la limite. Donc, mais je crois qu'il y a, je ne sais pas s'il y a des images de l'INA sur le congrès de Grenoble. Je ne sais pas, hein, parce que le départ de Péninou-Cravette, c'était tout de même un événement, hein, donc compte tenu, alors je ne sais pas trop ce qui a été filmé, mais ça serait vraiment intéressant, parce qu'il y avait un sentiment de crise générale, hein, donc de confronter des images du congrès de Grenoble avec les images du congrès de Orléans, qui sont complètement surréalistes. Hein, bon, on arrive au point où ce sont les tendances politiques affirmées. Alors, moyennant tendances politiques affirmées, hein, mais là, c'est l'analyse rétrospective à laquelle chacun d'entre nous est confronté. Je crois que ce qui a été dit par Pascal tout à l'heure, c'est que les ESU en fait, les ESU ont, par leur crise interne, leur confrontation à toutes les mouvances politiques qui sont nées autour de 68, ils ont en fait devancé l'éclatement des gauches du PSU et le fait que une bonne partie d'entre elles, enfin moi je fais partie de ceux, j'étais de la sensibilité Jean-Marie Vincent, hein, mais j'ai refusé catégoriquement. Jean-Claude Vessillier m'avait demandé, avec Kergoat, de rejoindre à ce moment-là donc la LCR. Je fais partie de ceux qui ont refusé, mais bon, les ESU ont été la démonstration de la difficulté des ailes gauches du PSU de définir une politique, une stratégie, et donc on fait la démonstration que finalement, s'il y a eu une majorité qui s'est dessinée en faveur de Rocard au moment du congrès de Lille, il suffit de reprendre d'ailleurs tous les textes, toutes les motions, etc., pour voir que c'était impossible de rester les uns à côté des autres compte tenu de ce qu'étaient les états d'esprit et l'analyse de ce qui était considéré comme la période révolutionnaire ou pré-révolutionnaire à court terme qui allait déboucher sur tout à fait autre chose, et rétrospectivement ça apparaît comme étant complètement en dehors même de la période, quoi. Merci. Bon, je voulais dire quelques mots. Il y a énormément de choses à dire sur tout ça, mais si je prends la fin de l'intervention de Daniel, je dirais que déjà, il faut être bien conscient que le grand problème des ESU de 70-71, c'est que nous assistions à la fin de la période politique étudiante d'une génération étudiante. Génération étudiante qui avait été décisive, dominante sur mai 68, et qui effectivement était en train de subir toutes les conséquences des illusions révolutionnaires de mai et d'après-mai, de les subir en elle-même et de les reporter sur tout son monde extérieur. Et tous ces cadres étudiants du PSU étaient d'ores et déjà en train de fournir une partie importante des cadres des fédérations et des cadres politiques des départements du PSU, et notamment en région parisienne. Et du coup, effectivement, leur rôle a été un peu en avance, comme tu dis. Pourquoi? Parce qu'ils ont eux-mêmes été les acteurs, ensuite, dans les 3 années qui ont suivi, de tous les affrontements. Tu reprends les dirigeants des différentes fractions et tu retrouves les dirigeants étudiants. Regarde la création de la GR avec Bobby et avec plein d'autres. Alors,
Ça, c'est un premier élément. C'était une fin de course. Il ne voulait plus militer en milieu étudiant. Et exactement comme la LCR, mais avec moins de traficotage théorique et doctrinal, parce qu'il y a eu quand même un large traficotage théorique et doctrinal de la Ligue en 68 sur la théorisation du fait qu'on allait se porter ailleurs, qu'on allait simplement à l'université recruter des militants pour être révolutionnaires ailleurs, etc. Bon, ils ont fait la même chose. Et du coup, c'est vrai qu'il n'y avait plus cette base militante et SU déjà pour continuer à faire quoi que ce soit, et il n'y avait pas eu de renouvellement. Deuxième élément, en rapprochement avec ce que tu dis sur le congrès de Grenoble. Grenoble, c'était 4 ans avant. Et au congrès de Grenoble, il existait encore une base syndicale à l'UNEF. Certes, cette base syndicale avait été largement éprouvée et un peu dégoûtée des affrontements, notamment considérés comme parisiens, entre les deux morceaux de la gauche syndicale universitaire, entre les Pénineau-Cravets et les autres, la voie dite universitaire, etc. Et je rappelle qu'à l'issue du congrès, la direction qui a été élue à l'issue du congrès de Grenoble a été qualifiée de centriste. Pourquoi? Parce que, bon, son ossature, en fait, c'était les ENS, qui en 6 mois sont devenus hyper Mao, bon. Mais les mandats et l'espèce d'ossature et de symbole autour, c'était quelques AGE de province considérées elles-mêmes comme centristes. L'AGE de Lille, puisque Vandenbury a été élu secrétaire général de l'UNEF à ce moment-là, et à ce titre, au titre de l'AGE de Lille, et était considéré, il n'était pas encore au PSU, il a adhéré que plus tard. L'AGE d'Aix-en-Provence a été une des 3 AG dont j'étais, qui a été une des 3 AG qui ont permis cette opération dite centriste. AGE d'Aix-en-Provence, qui était basée sur une alliance ESU-UEC, à l'époque, et catholique. En fait, il y avait les 3. Et cette alliance avait dégommé la direction JCR qui avait pris l'AGE par effraction peu de temps avant. C'est pour ça d'ailleurs que quand je suis arrivé à Paris, j'ai été catalogué de pro-Ravenel et pro-Antony, Poprénien, etc., parce que c'était marqué comme militaire, mais je passe. Et donc, en fait, la grande différence avec le Congrès d'Orléans, c'est ça. C'est qu'au Congrès d'Orléans, il n'y a plus d'AG qui soit, comme tu le disais pour Orsay, composite politiquement, mais vraiment composite, quoi, hein, et pas... Alors, 2 ou 3 autres choses, et puis après je m'arrête. D'abord, le rôle du BN du PSU et d'Urgon. Eh bien, justement, tu parles de Grenoble. Si Urgon avait été à Grenoble, peut-être, ça se serait fait. Je rappelle que c'est juste après Grenoble qu'Urgon a décidé que l'UNEF c'était mûr et qu'il fallait la prendre. Il a passé son été à préparer la chose. C'était programmé pour octobre, pour l'AG d'octobre, et ça ne s'est pas fait à l'AG d'octobre parce que les négociations avec Terrel n'étaient plus assez avancées, parce que Terrel était à ce moment-là devenu en fait totalement Mao. Donc les négociations avec lui, qui étaient fort avancées auparavant, n'ont pas débouché. Résultat, ça a été reporté à l'AG de janvier, et à l'AG de janvier, la prestation des ESU a été si lamentable qu'il a fallu s'y reprendre une deuxième fois 15 jours après. Et que la deuxième AG n'a débouché sur l'élection d'une direction PSU que par une intervention absolument incroyable. Le secrétaire national des étudiants du PSU, Jean-François Pertus, a pris place dans l'AG et a cornaqué la chose sur ordre direct d'Urgon, parce qu'au sein des ESU, il y avait déjà de telles divergences et de telles oppositions à prendre la direction de l'UNEF que ça devenait très compliqué. Bon, d'ailleurs, j'ai tous les détails, puisque c'est moi qui ai tenu les procès-verbaux à l'époque, des prises de décision dans les discussions internes aux ESU. Je peux vous dire que là aussi, les mandats, ça a été important. Et bon, on peut dire que la décision, elle a été imposée aux ESU. Imposée de prendre le bureau national de l'UNEF. Donc il n'est pas étonnant de penser que... Pourquoi? Parce que les ESU en avaient la force, en avaient
numériquement et en termes de position à l'intérieur de toute l'UNEF partout, le pouvaient, mais ils étaient très divisés politiquement. Là-dedans, il y en avait qui concevaient la montée au Bureau national de l'UNEF que comme l'application de la ligne des minots universitaires, Salmon, etc. C'était la position de Tercier et Boyer. Bon, il y en a d'autres qui y étaient rigoureusement opposés. Donc en fait, il a fallu attendre le congrès de Lyon en juin pour débuter une sorte de programme et de référence de gestion du PSU sur l'UNEF, mais quand la direction nationale a été prise, il n'y avait pas le programme. Ça a été fait dans les mois qui ont suivi, et je le rappelle quand même, avec un appui considérable décidé par Ergon de la direction du parti, à travers notamment Rocard, qui s'est mobilisé pour ça, pour être en appui, pas seulement financier, mais financier aussi, au sens analyse financière. Il n'y avait pas les moyens, évidemment. Bon, je m'aperçois que je suis trop long, mais enfin, il y aurait énormément de choses à dire, hein, un jour je le ferai peut-être. Pascal a fait référence au retour de Jacques en 70. Oui, j'assume, c'est moi qui ai voulu ça et je me suis trompé. Ça avait même un nom, cette opération. Je l'avais baptisée Opération Araignée. Je vous avoue que je ne sais plus du tout pourquoi. Mais en tout cas, ça a fait l'objet de nombreux courriers de l'époque, que j'ai toujours, qui se sont étalés sur plusieurs mois. Ce que je ne pouvais pas prévoir, moi, dans mon esprit, Jacques, ayant été président de l'UNEF, allait nous aider à sauver l'UNEF. Et en fait, Jacques avait complètement changé, et il est devenu à l'avant-garde de ceux qui disaient l'UNEF, ça ne sert plus à rien, etc. Et il était ce qu'on appelait à l'époque la tendance Carroz, qui était effectivement opposée à la tendance de Rival. Voilà, comme l'a dit Blandine, qu'est-ce qui a sauvé à terme les ESU dans le fait qu'il y a eu quand même encore des organisations ESU et que les ESU qui voulaient rester au PSU pouvaient y rester, c'est le fait que nous étions, contrairement à d'autres, non pas une organisation de jeunesse indépendante, mais nous étions membres du parti, directement. Nous étions en plus étudiants, mais nous étions membres du parti. Et dans nombre d'endroits, comme à Lyon, il n'y avait pas de section étudiante. À Lyon, ils avaient théorisé ça, d'ailleurs. Hein. En 69-70, je me rappelle d'une descente de Charret. On avait envoyé Charret, puis je ne sais plus, quelqu'un d'autre, mais enfin, j'ai les traces, à Lyon, pour essayer de les convaincre du fait qu'il fallait des sections étudiantes pour maintenir le lien, etc. Et ils ont refusé. Donc il y avait vraiment des tas de conception de l'action intervenue. Et il disait, bon, ben, nous, on s'occupe très bien de la GEL sans avoir besoin d'avoir une section étudiante. Ça nous gênerait plutôt, d'ailleurs. Ça nous gênerait plutôt. J'ai presque terminé. Ah oui, il y a un détail, c'est dommage, il est parti, qu'a donné Pascal, et j'en rediscuterai avec lui parce que c'est pas exact. L'invasion du Bureau national rue Soufflot par les ESU ne date pas, comme ils le pensent, d'avant le congrès d'Orléans. C'est après. Je le sais fort bien parce que j'en ai été informé par un courrier alors que j'étais au service militaire. Je suis parti le 1er août. Et cette invasion a laissé une trace historique, toujours présente aujourd'hui, physiquement. C'est que dans la foulée, pour que ça ne se reproduise pas, François Perronnet, pour ne pas le nommer, et Gilles Massot, qui était un copain de ce que l'on appelait alors le gang des Lyonnais, à qui j'avais confié l'opération Araignée, ont installé entre le balcon de l'UNEF, le balcon le plus proche du reste de l'immeuble, et le balcon n'appartenant pas au Bureau national UNEF, mais qui était de l'appartement à côté, par lequel étaient rentrés les ESU pour contourner le fait que la porte était fermée, ils ont installé une belle grille qui y est toujours. Donc si vous passez rue Soufflot, vous verrez la grille existante. C'est la trace des confrontations internes du PSU, des ESU de l'époque. Voilà. Bon, j'arrête sur cette petite anecdote. Tu voulais dire quelque chose d'autre, Michel ou... Ah oui, ben, du coup, je n'ai pas parlé d'Orgon, mais évidemment, une des raisons de la décélération finale, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'Orgon n'était plus au pouvoir
à partir, il n'était plus secrétaire à l'organisation, à partir du congrès de Dijon en mars 69. Il a tenté de continuer encore un peu à s'en occuper, les étudiants, mais c'était contesté, le reste du bureau national avait désigné Chapuis, et puis alors après, il y a eu même à un moment, ils se sont mis à 4 du bureau national du PSU, pour essayer de couvrir tout l'arc-en-ciel politique, vis-à-vis de l'arc-en-ciel politique ESU. Bon, évidemment, rien n'a marché, tout est parti en quenouille, et il est clair qu'il n'y avait plus de direction centralisée du parti sur l'action étudiante. Oui, pardon. Oui, d'abord, deux choses, mais alors là, qui sont plus souvenirs, mais c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, parce que, à la Ligue, les secteurs étudiants lycéens sont dissous. C'est-à-dire l'idée de... Parce que quand tu dis la théorisation de la Ligue sur le 68, départ en 68-69, c'est pas qu'une théorisation, c'est que le PSU a une implantation entreprise, ce qui n'est pas le cas de la Ligue. Donc c'est vrai que c'est pas l'enjeu pour la Ligue, c'est d'utiliser, de manipuler même les militants en interne, et puis tout est basé sur comment on va se faire reconnaître imposé dans les entreprises par le mouvement ouvrier. Donc ça c'est une différence. Et ça, moi j'étais lycéen à l'époque. On a des cellules lycéennes ou étudiantes, mais il n'y a plus de secteur. Et donc, on reconstitue, en fait, par petits morceaux, parce qu'il y a un besoin. Bon. Donc ça se fait plus tard, en 70-71, avec toujours la peur tout de même que ça s'autonomise, bon, de la part de la direction. Deuxième chose, pour montrer dans le climat de l'époque, c'est que le gauchisme ambiant des organisations, c'est aussi largement partagé. C'est qu'il y a de quoi faire. Je donne un exemple toujours. J'étais au lycée Turgot. Réunion sur des questions qu'on dirait syndicales aujourd'hui. Les délégués, des gones, des crayons, on est 20 personnes. Rouge fait un débat contre le parti révolutionnaire dans un lycée. Il y a 300 personnes dans la salle de réunion. Ce qui intéresse, c'est aussi la période. C'est aussi la période. Je crois qu'il faut toujours donner que ce n'est pas simplement des coups de folie, mais c'est effectivement, il y a quelque chose qui existe autour, qui va s'amenuiser et le décalage va apparaître plus tard. Mais c'est vrai que sur le moment, bon, il y a une large politisation. Hein, oui, mais le débat de fond, c'est tout de même, cette large politisation signifie un formidable émiettement, avec beaucoup de leaders, qui est un des problèmes qui a surgi. Ok.